Bonsoir à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Médien TV dans 60 minutes pour comprendre. Vous le savez, comme tous les soirs, nous allons essayer de décrypter avec vous et pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Médien TV ou sur le compte Twitter de l'émission, sur le hashtag 60MPC. Vos réactions, vos questions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir avec les invités qui ont accepté d'être avec nous. Sur le plateau, professeur Abdelrahman Maroufi, vous êtes directeur de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies au sein du ministère de la Santé. Bonsoir, merci d'être avec nous. Mohamed Ouzerouel, maître Mohamed Ouzerouel, avocat au barreau de Rabat, membre du Forum marocain du consommateur. Docteur Abdelrahman Al-Abraq, Pardon. Non, c'est vous inquiétez pas. Non, vous savez, je fais un petit zigzag. Docteur Abdelrahman Al-Abraq, directeur des services vétérinaires à l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, l'ONSA. Et enfin, docteur Abdallah Ben Othman, vous êtes vétérinaire et président de l'Association marocaine des pathologistes aviaires. Merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Le 28 janvier dernier, l'ONSA, l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, a annoncé la suspension provisoire de toute importation de volailles et des produits dérivés à partir de la France. Une décision liée à l'apparition de cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans ce pays en novembre dernier. La semaine dernière, des cas de virus H9N2 affectant la volaille toujours ont été identifiés, cette fois, chez nous, au Maroc. L'occasion pour nous de revenir sur les risques sanitaires liés au virus de manière générale et sur les mécanismes mis en place pour assurer la sécurité alimentaire des consommateurs que nous sommes. Quels sont les risques liés aujourd'hui à la volaille, puisque c'est l'actualité d'aujourd'hui? Que veut-on dire par santé animalière et quelles sont les manières de la garantir? Quelles sont les institutions en charge de la sécurité alimentaire au Maroc? Et comment procèdent-elles pour veiller à la sécurité des aliments? Sécurité alimentaire, quelle efficacité? Ça sera le titre de l'émission de ce soir. Alors messieurs, c'est vrai qu'avant que l'émission commence, des discussions un peu partout qu'on peut avoir en aparté, tout le monde commence à dire mais alors la volaille, il ne faut pas manger de poulet, il ne faut pas manger de poulet. On va essayer ce soir d'essayer de comprendre ce qui se passe et surtout l'incidence que ça peut avoir sur nous, consommateurs. Alors justement, par rapport, je vais donner la parole à l'ONSA, qu'on puisse avoir une information claire, nette et précise sur la situation aujourd'hui de la viande de volaille au Maroc. Propre, impropre à la consommation, le communiqué que vous avez sorti, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Merci. Donc tout d'abord, je voudrais parler un petit peu de l'ONSA, pour ceux qui ne connaissent pas l'ONSA, qui est un office, l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, qui est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et qui est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Et parmi ses missions, c'est d'appliquer la politique du gouvernement en matière de sécurité sanitaire des produits alimentaires. C'est un office qui est assez jeune, puisqu'il a été créé depuis 2010, en vertu de la loi 2508, et assure la protection du patrimoine animal et végétal. Et également, il délivre les autorisations et les agréments aux établissements agroalimentaires. Et puis, il délivre également les autorisations de mise sur le marché des médicaments, également des intrants. Et veille actuellement aussi à l'identification du cheptel national. Ce sont quelques missions dont l'Office est chargé d'appliquer. Alors, en ce qui concerne, je voudrais tout d'abord aussi dire que l'ONSA est un produit du plan Maroc Vert. Vous savez que dans le cadre de la stratégie du plan Maroc Vert, il y avait un certain nombre d'objectifs dans le cadre de ce plan. Et parmi ces objectifs, c'est l'augmentation des productions agricoles. Et l'ONSA est un produit qui a été créé pour accompagner cette politique, pour augmenter les productions animales, les productions agricoles, animales entre autres, à l'horizon 2020. Donc, nous sommes au cœur de la sécurité sanitaire des produits alimentaires et nous veillons à l'assurer jour et nuit. Alors, dans le cadre de la surveillance sanitaire du cheptel national et avicole en particulier, vous avez parlé de H9N2, l'Office a constaté un certain nombre de mortalités dans certaines régions et très rapidement, il a procédé aux investigations qui ont permis de mettre en évidence très rapidement, j'insiste sur ce mot, très rapidement,
le virus H9N2. C'est quoi le H9N2? C'est un virus de l'influenza qui est faiblement pathogène. C'est un dérivé de la grippe aviaire, voilà. tel qu'on l'a je vais connu expliquer. par le C'est un passé. virus de l'influenza faiblement pathogène. C'est comme ça qu'on l'appelle à l'échelle internationale, par opposition au virus de l'influenza hautement pathogène. Et j'insiste aussi que le Maroc est indemne de tous les virus de l'influenza aviaire hautement pathogène qui appartiennent au groupe H5 et H7. Alors, en dehors de ces virus pathogènes, il y a les autres qui sont classés parmi les virus faiblement pathogènes. C'est quoi les virus faiblement pathogènes? Ce sont des virus qui entraînent des mortalités faibles et aussi ne sont pas à déclaration obligatoire auprès des instances internationales. Chez la volaille, hein. Voilà. Juste on précise. Voilà, qui ne sont pas à déclaration obligatoire chez la volaille et qui ne font pas l'objet de déclaration aux organisations spécialisées telles que l'Organisation mondiale de la santé animale. Donc c'est une maladie, c'est un virus qui entraîne une maladie gérable. C'est-à-dire qu'ils sont pris en considération dans toutes les exploitations avicoles voilà, et qui sont gérées, on va dire, de manière... Alors on va parler peut-être aussi que les exploitations sont encadrées par les vétérinaires sanitaires. Alors on y reviendra. Parce voilà, que je vais dire un petit mot. Oui. Un petit mot, c'est que c'est un virus qui ne se transmet pas à l'homme à travers la consommation, ni des œufs, ni de la viande de volaille, ni de tous les produits dérivés à base de volaille. Et je crois que ça c'est très important que le consommateur sache, c'est qu'il n'y a pas un risque démontré pour le consommateur. D'accord. On y reviendra parce que vous nous direz aussi pourquoi vous avez suspendu provisoirement l'importation de volailles venant de France. Professeur Marloufé, vous êtes en charge de l'épidémiologie, de la lutte contre les maladies au sein du ministère de la Santé. Vous travaillez de concert avec l'ONSA, justement, j'imagine, pour détecter ce type de maladie. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une remontée de la part des éleveurs, ou alors ce sont des contrôles qui permettent de faire remonter l'information pour que vous puissiez vous dire « Ah, on est à un stade épidémiologique, on est au début d'une épidémie, et à partir de quand on peut parler d'une épidémie ?» Très bien. Alors, effectivement, nous travaillons en étroite collaboration avec l'ONSA, l'Office national de sécurité sanitaire et alimentaire. Pourquoi? Parce que le risque derrière, finalement, il y a des risques sanitaires qui sont communs, aussi bien à l'animal qu'à l'homme. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon médical, les zoonoses ou les maladies zoonotiques. C'est-à-dire, ce sont des maladies... Qui se transmettent. Exactement, des maladies infectieuses, transmissibles, qui peuvent être transmises de l'animal à l'homme et vice-versa aussi. Alors, en général, il y en a à peu près plus de 200 maladies comme ça, d'origine zoonotique, dans le monde entier. Et je peux vous dire même que... on se connaît que la rage, mais très bon, après il y en a d'autres. Mais durant les 10 dernières années, plus de 75% des pathologies humaines infectieuses, ils le sont justement par ce biais de transmission de l'animal vers l'homme. Et donc, nous gérons un risque commun, aussi bien pour la santé animale que la santé humaine, et par conséquent, il y a une collaboration, une coordination étroite entre les deux organes. Alors évidemment, nous, notre responsabilité, c'est la santé humaine, mais quand le risque, effectivement, est d'origine animale, il y a une autre collaboration. Alors comment ça se passe, la collaboration? Alors il y a différents mécanismes que nous avons. Tout d'abord, et ça me semble extrêmement important, le partage de l'information. Le partage de l'information à temps. Alors, je donne des exemples. En général, il y a deux cas de figure. Soit que le risque est détecté chez l'homme, mais à ce moment-là, il faut qu'on informe nos amis de l'ONSA pour regarder aussi du côté animal, l'origine, est-ce que l'animal n'est pas touché, ou l'inverse. Des fois aussi, les problèmes ou les risques, ils émergent ou ils naissent au niveau du règne animal. Et à ce moment-là, nos amis de l'ONSA, ils nous informent, ils nous alertent. Et nous, donc, on met en place un système de surveillance, ce qu'on appelle d'épidémiologie et d'investigation commune pour aller regarder ce qu'il n'y a pas un impact chez l'homme. Donc cette question d'échange de l'information à temps et de manière rapide, c'est extrêmement important. Alors on le fait à travers différentes méthodes. Il y a d'abord, on échange les informations de l'assurance épidémiologique. Il y a un bulletin de l'assurance épidémiologique qui est produit par l'ONSA que nous recevons régulièrement chaque mois. La même chose, nous produisons un bulletin de tout ce qui est maladie, problèmes de santé chez l'homme, que nous communiquons à nos amis de l'ONSA. Il y a les échanges aussi à travers les nouvelles technologies de l'information
informations par courriel, par email, etc., pour pouvoir justement partager les choses. Et en cas de risque, alors on met en place des comités de riposte ou de gestion de ce risque qui sont communs, et à ce moment-là, on fait des interventions communes. Bien sûr, chacun a sa spécialité. Alors, on reviendra, là, vous avez bien expliqué le mécanisme, on reviendra justement sur toutes les parties prenantes de ce type de mécanisme. J'aimerais revenir aujourd'hui au cas qui nous intéresse aujourd'hui par rapport au communiqué que l'ONSA a sorti. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous... Alors, vous nous avez expliqué en gros le H9N2 qui n'a rien à voir avec le H5N1 aujourd'hui. Alors, les pathologistes aviaires que vous représentez ici, est-ce que vous pouvez nous rajouter sur ces deux types de virus et les types de virus qu'il y a sur ce type Oui. Tout d'abord, je vous remercie de nous donner l'occasion à nous autres vétérinaires pour expliquer un peu ce qu'est cette influenza. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, dans une discussion en dehors on a fait un communiqué de presse. Un communiqué de presse qu'on a envoyé à une soixantaine de journaux et même aux télés. Et puis on n'a pas entendu parler du tout. Du tout. Mais alors là, du tout. Et je vous assure qu'en fin de compte, on a bien expliqué la chose, expliqué en fin de compte ce qu'était le H9N1. D'ailleurs, si on doit parler de ceci, l'influenza, pour revenir tout de suite à notre sujet, l'influenza aviaire, c'est un virus influenza, si vous voulez, A, comme on dit, influenza aviaire. Et puis à côté de cela, il y a à peu près 16 sérotypes dans l'influenza, dans les H. C'est de H1 à H16. Le professeur vous le dira plus tard peut-être. Donc c'est de H1 à H16, il y a à peu près 16 sérotypes. Alors, comme ils l'ont précisé... Pour vulgariser, pour simplifier, c'est-à-dire qu'en gros, il y a 16 types au sein de ce type de virus. 16 sérotypes dans cette influenza. Avec des niveaux, quoi. Avec des niveaux pathogènes différents. Alors, la pathogénie est différente. Oui. Il y a des influenza qui sont très, très pathogènes. Il y a des influenza, mais alors là, vraiment pas pathogènes du tout. Les influenza pathogènes, c'est le fameux H5 dont on parle, et le H7, mais alors là, on l'a vu en Europe, par exemple, je peux citer des pays comme la France, comme l'Allemagne, en Italie aussi, en Espagne aussi. Mais par contre, au Maroc, on n'en a pas eu le H5, H9. Le H9 qui a touché le Maroc, c'est un influenza qu'on connaît très très bien, qui était au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, ça fait longtemps qu'ils vaccinent. Et à côté de cela, donc, la maladie, franchement, elle est cernée. Dernièrement, avec des confrères en 2009, elle a fait des ravages en Tunisie. Et là, donc, automatiquement, bien sûr, avec les congrès et tout ça qu'on a avec nos confrères vétérinaires tunisiens et tout ça, ils nous en ont parlé. Ils ont commencé déjà à vacciner, et des fois avec des vaccins envoyés du Maroc, par exemple, de sociétés pharmaceutiques marocaines qui travaillaient en Tunisie. Et là, donc, dernièrement, il a fait son apparition en Algérie, on le sait aussi. Et dernièrement, on s'attendait un peu à ce que cette influenza, un jour ou l'autre, il fasse son apparition. Mais le H9, et je tiens à le dire, c'est un virus, c'est une influenza qui n'est pas du tout pathogène, peu pathogène. Mais alors là, quand il se trouve avec un autre virus... Quand vous dites pathogène, c'est-à-dire qu'en gros, son effet sur le... C'est vraiment bénin. C'est une diminution un peu, si vous voulez, de... Quel impact ça a concrètement sur les poules? C'est de la mortalité? Quand on parle de virus, il n'y a pas de traitement en général, c'est des vaccinations. Donc, en général, ce vaccin, il n'est pas pathogène. Le H5 est très très pathogène. Un H5 qui rentre dans un élevage, par exemple avicole, ben vous avez 95%, 90% du cheptel qui va y aller, comme d'autres virus, la coronavirus par exemple, la tropisme néphrétique et autres. Je ne vais pas rentrer dans un jargon. Non, mais bon, en gros, le H9, l'impact sur un élevage est faible. Le H9 est très très faible. Mais par contre, s'il trouve un terrain, par exemple, on a beaucoup d'autres maladies qu'on arrive à cerner, comme la Newcastle, la Gamburo, la laryngotrachéite et tout ça. Quand il est avec d'autres virus, là, il peut faire des dégâts. Donc, c'est un virus qui n'est pas pathogène et aucune incidence chez l'homme. On tient à le préciser. Donc, ce qu'on a au Maroc, c'est-à-dire que celui qui supporte le plus, c'est le pauvre éleveur. Et je peux vous assurer qu'en dehors des éleveurs qui ramassent le paquet, si vous voulez, c'est qu'en fait, quand ils ont des pertes, parce que quand ce virus, et il n'y avait pas de vaccination avant, donc automatiquement, de toute façon,
là, automatiquement, il y a de la casse. On va y revenir. On va revenir sur les différents types de virus qui touchent différents cheptels, parce qu'il y a la volaille, mais il y a aussi les ovins, il y a les bovins. On y reviendra. Ouais. Alors, si Maître Ouzerouel, vous représentez le Forum marocain du consommateur, docteur nous disait tout à l'heure qu'ils ont envoyé des communiqués, qu'ils avaient du mal à communiquer sur ce plan-là. Là, la communication a pêché. Quand je vous disais tout à l'heure en début d'émission, c'est que bon, bah voilà, des rumeurs commençaient à enfler. Ah, est-ce qu'il faut manger de la viande de volaille? Il faut pas en manger. Est-ce que là, vous, au niveau de la protection du consommateur, oui, c'est quoi? On pêche par un manque de communication? C'est ça le problème, c'est l'absence d'information. Par rapport au communiqué, le seul communiqué que j'ai pu voir au niveau du Forum marocain du consommateur et certaines associations de protection du consommateur, c'est celui qui a été publié par l'ONSA. C'est le seul qu'on a eu, et sachant que c'est un communiqué qui reste assez court, avec peu de détails, mais ça nous a déjà mis sur une piste pour savoir le niveau de dangerosité de la situation, l'effet que ça peut avoir sur le consommateur. Maintenant, la question du consommateur est toujours liée à l'information. Le premier problème qui existe en matière de protection de consommateur, c'est l'accès à l'information. D'ailleurs, la loi sur la protection du consommateur, je dirais même la première ligne qui énonce les principes de cette loi, parle de l'obligation d'information. Or, la communication et l'information laissent à désirer. Je ne dirais pas par manque d'intérêt par rapport aux consommateurs, c'est plus parce que certains circuits de communication ou de transfert d'informations restent peu efficaces. Par exemple, pour le cas de l'ONSA, on a eu la chance d'avoir cette information à un certain moment parce qu'on collabore avec l'ONSA et on nous communique ces informations parfois d'une manière même officieuse, avant même que l'information soit communiquée, c'est-à-dire 1 heure ou 2 heures avant. Maintenant, chaque consommateur n'est pas capable d'avoir son point de vue. Tous les consommateurs ne savent pas déjà lire et écrire. Certains consommateurs écoutent ce qui est dit sur le marché public, ce qui est dit par tout le monde. Et vous savez, la rumeur cause un énorme ravage par rapport même aux consommateurs, par rapport même à l'économie, par rapport aux pauvres éleveurs, comme l'a dit mon cher collègue, par rapport à l'éleveur qui se retrouve sanctionné économiquement pour une fausse information. Donc l'information, si en tant qu'association de consommateurs, on a l'information, on a des moyens très très limités. Et c'est le cas de la majorité des associations de protection de consommateurs. On travaille presque avec du bénévolat, en matière de temps, de disponibilité, de contact personnel, ne serait-ce que pour pallier à ce manque. Maintenant, certains consommateurs ne sont pas intégrés dans des circuits de communication classiques. Et c'est pour ça que je vous remercie de nous avoir invités pour discuter de cette question, qui est une question très importante. En tout cas, pour qu'on fasse un point, ça permettra de mieux décrypter, essayer de mieux comprendre. Ça permettra aux consommateurs de savoir de quoi il s'agit. Alors justement, avant qu'on va parler des épidémies, à partir de quand on considère qu'il y a une épidémie, mais avant j'aimerais revenir à l'ONSA sur le communiqué que vous aviez délivré par rapport à la suspension d'importation de viande. À partir de quel moment vous décidez de suspendre provisoirement, vous décelez un éventuel virus qui puisse ensuite se proliférer sur le territoire? Tout d'abord, je voudrais ajouter un petit complément par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que l'ONSA n'a pas communiqué uniquement un communiqué de presse. Il a communiqué deux communiqués de presse, un le 28 janvier, dès que nous avons constaté la maladie et mis en évidence le virus, c'est-à-dire les premières investigations, et puis nous avons communiqué entre-temps suffisamment, je dis bien suffisamment, avec tous les éléments de la presse, c'est-à-dire la presse audio, la presse visuelle, et puis nous avons par la suite communiqué le deuxième, qui est le dernier communiqué, qui détaille un peu la stratégie qui a été mise en place par l'ONSA, en concertation, et aussi ça je tiens à le souligner, avec les professionnels qui sont représentés par la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, qui est la FISA, et également en concertation avec les experts du secteur avicole. C'est-à-dire qu'ensemble, nous avons essayé à travers des expériences des uns et des autres, également le savoir scientifique des experts, et également le souci des professionnels
pour mettre en place une stratégie adaptée à notre contexte, compte tenu que le virus il est faiblement pathogène. Tout à l'heure, mon ami Sibn Othman, il a parlé de 16. En fait, il y a 16 N et puis 9 H. Oui, donc si on fait les calculs, ça fait, normalement, ça fait 144 combinaisons. D'accord, très bien. Ça fait 144 combinaisons. Mais il y a une organisation, je m'excuse de tarder un petit peu là-dessus, il y a une organisation qui s'appelle l'Organisation mondiale de la santé animale qui a classé ces virus selon le degré de pathogénicité, c'est-à-dire ce qu'ils peuvent entraîner en termes de mortalité. Par exemple, pour les H5 et les H7, qui n'existent pas au Maroc, l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale, a défini ces virus comme étant, ce sont des virus qui sont capables d'entraîner une mortalité d'au moins 75% chez la volaille. Ou bien il entraîne un indice de pathogénicité supérieur intraveineux supérieur à 1,2. Donc alors, pour le reste, ce sont des virus qui entraînent des faibles mortalités. Comme il a dit, seul, ils n'entraînent rien. C'est-à-dire que le H9N2 seul, il n'entraîne pratiquement rien. Il faut qu'il soit couplé quoi, des conditions favorables. Alors, lorsqu'il trouve, voilà, donc c'est un virus qui vient, je dirais, révéler des problèmes qui ne sont pas bien gérés, comme il a dit, parce que dans tous les secteurs, il y a des maladies qui sont gérées par des programmes sanitaires. Alors, lorsque les programmes sanitaires ne sont pas bien faits, parce que tous les éleveurs ne travaillent pas de la même manière, et dans ce cas-là, le virus, il peut entraîner une mortalité un peu plus élevée que ce qu'ont entraîné ces maladies seules. Mais le virus seul, d'après les données scientifiques, n'entraîne pratiquement rien. Donc voilà, c'est une précision. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée de l'impact que ça a pu avoir aujourd'hui? Alors je répète encore, je vous repose la question et on le répétera en fin d'émission. Aujourd'hui, c'est pour répondre aussi à des gens qui posent la question sur les réseaux sociaux. La viande de poulet aujourd'hui qui est commercialisée au Maroc, elle est propre à la consommation? Oui. Non, je vous pose la question. Oui, elle est propre à la consommation. Ouais. Alors, vous pouvez répondre à ça, voilà, non mais clair. C'est oui ou non? Voilà, c'est bien sûr que c'est oui, mais il faut dire comment. C'est-à-dire c'est une viande qui est propre, parce que le virus ne se transmet pas à l'homme par la consommation de la viande de volaille, et par la consommation des œufs, et par la consommation de tout produit. Donc là, on est catégorique. Il n'y a pas de risque pour l'homme. Très bien. Maintenant, je vais dire aussi une petite chose, si vous permettez, c'est que même les virus hautement pathogènes en France, lorsqu'ils ont le H5N1 qui est hautement pathogène, il peut être transmis à l'homme. Mais la consommation des produits avicoles ne présente pas de risque pour le consommateur. À partir du moment où? À partir du moment où il y a des caractéristiques de la viande qui fait que le virus il est détruit par l'acidité. Ce qui fait qu'il ne présente pas de risque par la consommation de la viande. Il est détruit par la cuisson? Il est détruit par Il est détruit tout d'abord par l'acidité, l'acidité de la viande, et également par la cuisson. Donc il ne faut pas aller trop loin dans le raisonnement. Non mais très bien, ce qui fait que le H9N2, je pose des questions claires pour qu'on puisse savoir exactement. Le H9N2, naturellement, il n'est transmis ni par les produits, ni par la voie naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact chez l'homme. Professeur Maloufi. Je voudrais juste appuyer l'idée de Siabro quant au mode de transmission du H9N2. C'est clair et net. Le H9N2, c'est un virus de la grippe aviaire, c'est-à-dire une infection respiratoire. La transmission ne se fait pas par voie digestive, c'est important. Ce n'est pas en consommant les aliments contaminés qu'on va attraper le H9N2, c'est vraiment par voie respiratoire. Deuxième chose, ce n'est pas un virus... Donc à la rigueur, ceux qui sont le plus en danger, ce sont les éleveurs, à la rigueur, qui sont en contact. À la rigueur, et encore, vraiment, l'OMS, il est très clair là-dedans. Le H9N2, ça a été dit par un collègue, ce n'est pas un virus qui menace la santé humaine. C'est pas comme le H5N1 qui peut tuer jusqu'à 60%. Jamais on a eu H9N2 qui a tué des personnes. La contamination humaine est exceptionnelle. Et quand on est contaminé, ça nous fait une forme de grippe normale, une grippe ce qu'on appelle saisonnière. On ne se rend même pas compte, c'est comme vraiment les autres virus de la grippe. Donc vraiment de ce côté-là, risque pour la santé humaine, il est vraiment très faible, voire vraiment exceptionnel. Et quand ça touche, c'est vraiment une forme bénigne. Ça a été décrit quelques cas dans certains pays, des formes de grippe saisonnière bénigne. Jamais de foyer épidémique.
liés à H9N2. C'est très important. Non, non, mais ça va. Moi, c'est clair. Je voudrais Maître Zarouane. juste pour du fait qu'on est dans un cadre d'information du consommateur en général, j'aimerais juste savoir dans quel cadre ça a été pris cette décision de bloquer les imports venant de la France, sachant les importations, sachant que la notion de géographique n'existe plus par rapport à l'Europe. Les produits qui sont fabriqués dans un pays sont vendus dans un autre. Les élevages qui se trouvent au niveau de la frontière française peuvent, s'il y a communication ou même s'il y a transfert des produits, être importés en Espagne. Et pourquoi on ne se retrouverait pas dans un scénario où des produits espagnols seront porteurs du même problème? Donc je voudrais juste savoir la cause pour laquelle cette importation a été... C'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Allez-y, ensuite en donnant la parole à Serge. Moi, je voudrais compléter quelque chose au niveau du professeur. C'est que, tout d'abord, c'est un virus il faudrait le dire, on a oublié de le dire, c'est un virus très, 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 très fragile. Et n'importe quel éleveur au Maroc va vous parler de la peste, par exemple, à Newcastle. Newcastle en jargon de pathologie, mais c'est la peste. Alors, ce virus-là, c'est un cousin, en fin de compte, c'est un cousin de ce virus. Et la Newcastle, tous les éleveurs connaissent la Newcastle. C'est une maladie à déclaration obligatoire, mais on vaccine et tout ça, et en fin de compte, il est très très proche. Mais seulement la différence, c'est un virus qui est très très fragile. En général, pour revenir à la question de M. Azroual, au niveau de... Quand il y a une épidémie et tout ça, c'est quand vous voulez importer un produit, automatiquement, de toute façon, le Maroc, par exemple, c'est lui qui, en fin de compte, va exiger, par exemple, un certificat sanitaire qu'on voulait importer d'un pays quelconque. Au niveau de l'OIE, la France, par exemple, a fait la déclaration qu'en fin de compte, telle région et telle région sont touchées par tel virus, que ce soit fièvre afteuse, influenza aviaire ou autre. Alors, automatiquement, de toute façon, bien sûr, ils agissent par des sortes de cordons sanitaires où ils bloquent, en fin de compte, la région et tout ça. Et nous, on sait pertinemment dans le certificat sanitaire qu'en fin de compte, il provient, par exemple, il est dans le nord en Bretagne, et puis vous allez importer du Jura, vous allez importer de la région de Marseille, des régions qui ne sont pas touchées. Donc, automatiquement, d'où, par exemple, même la sectorisation. Au Maroc, par exemple, avec les 8 régions, demain, il y a un problème du Foujda, on peut exporter, par exemple, d'Agadir ou de trucs dans le cadre des régions, dans ce cadre, et puis surtout avec les identifications. Donc, automatiquement, de toute façon, on peut importer d'un pays. Par exemple, il ne faut pas, par exemple, me dire vous n'allez pas importer, par exemple, d'Alsace et vous pouvez importer de Belgique ou autre, alors qu'en fin de compte, il n'y a qu'une frontière de rien du tout qui sépare. Donc, automatiquement, il y a des cordons sanitaires qui, en fin de compte, bloquent l'endémie en quelque sorte. Justement, voilà, juste pour répondre à la question que je vous avais posée tout à l'heure, suivant le communiqué, suspendre l'importation des... De revenir à cette question, mais je crois que c'est une question importante, c'est pour le souci de mon collègue, c'est que d'abord, il n'y a pas de parallèle entre l'apparition de H9N2 au Maroc et la décision d'interdire l'importation des poussins à partir de la France. Il n'y a aucune relation. D'accord. Parce que, d'abord, en France, il y a les H5. Il y a le H5N1 qui est hautement pathogène, et il y a le H5N2 qui est hautement pathogène, et il y a le H5N9 qui est hautement pathogène, qui a été déclaré en France. Ce que nous avons trouvé au Maroc, il est totalement différent, parce qu'on est dans une situation de H9N2 qui est faiblement pathogène, alors que les virus qui sont déclarés en France, ils sont totalement différents. Ce sont des virus qui sont hautement pathogènes, qui nécessitent une déclaration auprès de l'OIE et qui aussi obligent les autorités vétérinaires françaises de prendre des mesures draconiennes pour éviter la diffusion de la maladie. Donc, nous avons pris la décision d'interdire provisoirement avant l'apparition de H9N2 au Maroc. Et c'était une décision qui a été prise suite à l'apparition de H5N1 en France. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est une coïncidence? Oui, c'est une pure coïncidence. Non, c'est une pure coïncidence. C'est une coïncidence dans le temps. Et j'arrive parce que nous avons pris la décision d'interdire provisoirement parce que nous avions un certificat sanitaire. Vous savez, parce que pour importer, il faut avoir un certificat sanitaire entre les autorités vétérinaires officielles des deux pays. Ça, c'est les règles générales d'importation qui sont conformes aux procédures de l'OIE. Donc, avant, nous avions un certificat sanitaire pour importer les poussins reproducteurs de France qui prévoyait que le pays soit indemne d'influenza aviaire. Alors, c'était une décision provisoire, parce que
comme tout à l'heure l'a signalé mon collègue, c'est que il est possible d'importer à partir d'un pays comme la France, qui n'est pas indemne d'influenza aviaire hautement pathogène. Comment? C'est que l'OIE, qui est l'organisme international qui normalise et qui réglemente, entre guillemets, les échanges commerciaux entre les pays. Alors, cet organisme, qui est l'OIE, il a prévu un principe qui s'appelle le zonage sanitaire. Dans le cas où un pays n'est pas indemne, il a prévu de diviser, en quelque sorte, le pays en zones sanitaires. C'est quoi les zones sanitaires? Ce sont des zones qui sont territorialement bien séparées et qui sont indemnes de la grippe aviaire hautement pathogène. C'est ce que nous expliquait ce principe, nous l'avons adopté parce que, tout d'abord, le Maroc est pays membre de l'OIE, la France également est un pays membre de l'OIE, et les pays européens et aussi les États-Unis, ils ont également adopté le même principe de zonage sanitaire. C'est-à-dire que nous avions renégocié un nouveau certificat sanitaire sur la base de ces principes, et puis nous avons aussi précisé des conditions très draconiennes qui consistent en, tout d'abord, la zone... Alors vous allez nous les garder pour qu'on puisse bien les écouter. On va faire une petite pause et on revient là-dessus juste après. 60 minutes pour comprendre. La bonne nouvelle, si vous avez regardé le début de l'émission, c'est que vous pouvez manger du poulet. En gros, si on devait résumer tout ce que vous nous avez expliqué, c'est que là, aucun problème au niveau du poulet. Avant qu'on revienne sur la protection du consommateur, parce que j'ai des questions aussi là-dessus, mais qui concernent toutes les filières aujourd'hui, à partir de quel moment on considère qu'il y a une épidémie? Alors là, je m'adresse à vous, parce que c'est vrai que l'épidémiologie, c'est une vraie question que tout le monde se pose aujourd'hui. À partir de quel moment on décide de déclarer qu'on est dans une situation qui peut dégénérer vers une épidémie? Je sais qu'on peut aller vers une pandémie. Vous avez des signaux, vous avez des boutons sur lesquels vous appuyez. À partir de quel moment? Très bien. Si vous permettez, peut-être il serait mieux aussi qu'on précise le terme ou le mot épidémie. Oui, parce que voilà, c'est graduel. Épidémie, c'est vraiment un terme qui veut dire tout simplement lorsqu'on a une augmentation du nombre de personnes touchées par une maladie, une augmentation anormale par rapport à la normale, on a la situation normale, puis hop, on commence à observer vraiment une concentration du nombre de cas touchés. Dans une population donnée, on parle d'épidémie en général. Maintenant, à partir de quelle augmentation peut-on appeler épidémie ou pas? C'est très variable. C'est la vitesse de propagation? Ça dépend de la pathologie ou des problèmes de santé qui y sous-jacent. Nous, on préfère plutôt parler d'urgence de santé publique. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Par exemple, quand on parle des TIAC, les toxi-infections d'origine alimentaire collective, on mange quelque chose, un groupe mange quelque chose qui est contaminé, puis hop, on tombe malade. Alors, par exemple, pour cette situation, à partir de 2 cas de TIAC, des gens qui ont consommé, par exemple, le même aliment, nous, on considère que c'est une urgence, il faut agir. Si je prends le cas du botulisme, c'est un cas. Un cas, il faut vraiment agir, riposter, etc. Donc, ça dépend des situations. Alors, plutôt, on parle de questions d'urgence de santé publique, donc des problèmes de santé quand ils apparaissent dans une population, qui nécessitent une action, une riposte rapide et urgente, soit parce qu'ils sont très graves pour la santé humaine, donc ils tuent, soit parce qu'ils se propagent de manière très rapide. Bon, à ce moment-là, il faut vraiment agir. Donc vraiment, c'est très variable d'une situation, d'une maladie à une autre. Alors justement, vous parlez d'intoxication alimentaire. Là, j'ai une question de Yamina sur Facebook qui nous dit, les associations, ça vous concerne, les associations de protection du consommateur ont-elles le climat favorable pour agir efficacement à chaque plainte des consommateurs en cas d'absorption, par exemple, de produits malsains? Là, ça revient aux mécanismes qui sont mis en place et justement à la coordination qu'il peut y avoir entre les différents services, que ce soit l'ONSA, que ce soit le ministère de la Santé, et aussi les associations de protection du consommateur. Est-ce qu'il y a des ponts? Est-ce qu'il y a une manière de faire remonter l'information de manière efficace? Parce que quand vous me dites on détecte, mais comment on détecte? Est-ce que ça remonte? De quelle manière ça remonte? Comment on voit que justement il y a des cas d'intoxication alimentaire liés à la nature des produits, bien sûr? Ça, c'est un problème que les associations de protection de consommateurs auxquels ils font face au niveau de plusieurs entités. C'est-à-dire l'information ne nous est pas systématiquement communiquée. Dans certains cas, je dirais bien, par exemple pour le cas de l'ANSA, on a
ce circuit officieux pour avoir l'information. Et là, le réflexe de contacter les associations de protection de consommateurs commence à faire son chemin au niveau des institutions étatiques. D'abord à cause de l'intérêt qu'ils ont constaté par rapport au fait d'avoir un interlocuteur, mais ça reste très limité, je dirais. Et là, je parle juste au niveau du Forum marocain du consommateur. On essaie d'avoir un contact le plus fréquent possible avec tous les acteurs qui peuvent influencer ou intervenir au niveau de la santé, notamment au niveau du ministère de la Santé, l'ONSA et d'autres acteurs, même des acteurs associatifs qui sont, je dirais, des lanceurs d'alarme pour nous. Par exemple, pour l'information liée à l'existence de cette maladie, comme ça a été communiqué, alors que ce n'est pas une maladie, c'est une information qu'on a eue d'abord à travers les circuits officieux, en parlant avec des membres de l'association, des associations existantes dans d'autres villes. Mais par la suite, pour revenir à la question de la communication et de l'information, il ne faut pas se leurrer. Les associations de protection de consommateurs n'ont pas autant accès à l'information qu'on le voudrait. D'accord ? Ce qui fait que jusqu'à un certain niveau, on essaie de faire de notre mieux. On sait qu'au niveau des institutions étatiques, il y a un effort qui est fourni, on le constate parce que, je vous dirais, il y a 2-3 ans par rapport à l'état actuel, on voit qu'il y a une évolution. On est informé, on est contacté, on est invité quand il y a des choses à débattre ou des informations à communiquer, mais pas encore assez. Et c'est pour ça qu'on a vraiment un espoir en matière de développement de ces contacts, notamment entre les ministères signataires, qui sont une onzaine de ministères qui ont été signataires des décrets et de la loi liés à la protection de consommateurs, et les associations de protection de consommateurs. Pour revenir à la question de l'information, qui est un élément important. Surtout mais la remontée, mais ça aussi c'est au niveau des différents cas, hein, je veux dire même au niveau là, revenons sur le cas des poulets. Vous êtes non mais voilà, vous êtes pathologiste aviaire, vous êtes spécialisé. Non mais bien sûr, non mais je comprends, mais là dans le cas précis là où on parlait du poulet, de quelle manière vous alertez finalement? De quelle manière? Il y a des enquêtes qui sont faites, il y a des contrôles qui sont faits, qui le fait? C'est l'ONSA. Est-ce que vous remontez l'information à l'ONSA? Est-ce que ce sont les éleveurs qui eux-mêmes ont une obligation de déclaration? Comment ça fonctionne? Alors, effectivement, il faudrait reconnaître une chose, c'est que l'ONSA a fait un grand travail par la sortie d'une loi 49-99 dont il va vous en parler. C'est une loi qui a mis énormément de jalons dans ces contrôles. La FISA, qui est la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, je peux vous assurer qu'ils ont fait un travail colossal tout à l'heure quand on parlait par exemple des importations et tout ça, mais on n'importe plus par exemple des œufs de Ropro, on n'importe presque plus dans la mesure où il y a une autosuffisance, on a même une abondance. Je peux vous assurer. Donne les chiffres, on a 3,9 milliards d'œufs, c'est bien ça, en production. Il y a environ 400 millions de poulets de chair. Il y a à peu près 12 millions de pondeuses, 12 millions de dindes, 3 millions de reproductrices. Donc, automatiquement, le Maroc, et puis franchement, on est passé d'un stade, si je peux vous donner un petit chiffre, le Maroc qui, en 2004, mangeait par exemple, le consommateur, l'habitant mangeait 18 kilos de poulet, par exemple, par an et par habitant. On en est en 2014 à 170 kilos. Par personne? 170 kilos, oui. Pas par, disons, en fin de compte, en 95, c'était 70. Oui. Et puis maintenant, on est à 70 kilos, bien sûr. Il y a des... pas 70 kilos par... Non, que je ne dise pas. En 2012, par exemple, le plus grand pays, les chiffres officiels, l'Arabie Saoudite, c'était 40... celui-là, le plus grand consommateur, c'est 40,75 kilos. L'Espagne, 27 kilos. La France, aux environs de 23 kilos. Le Maroc, 18 kilos. 18 kilos. La Tunisie, 13 kilos. Et l'Algérie, il faut le reconnaître, aux environs de 7 kilos. Donc, on a une consommation presque double
doublé des Algériens. Tout à l'heure, j'ai une confusion, je parlais des œufs. Hein. Ah oui, les œufs, oui. Vous me faites peur. Non, 70 œufs oui. par habitant oui, ça, je veux bien vous croire. et par truc. Alors qu'on était à 95 Non, mais ça, c'était juste pour illustrer, parce que le communiqué de l'ONSA qui concernait le blocage des importations, c'était juste pour illustrer le fait qu'on n'en importe pas tant que ça. Et pour vous compléter, par exemple, au niveau des TIAC et tout ça, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a des prélèvements qui ne sont pas faits malheureusement. Et puis quand il y a des prélèvements, en général, ce qu'on trouve comme pathologie, c'est toujours soit des salmonelles, soit des entéros, soit des colibacilles. C'est qu'en fin de compte, les prélèvements, en général, ne sont pas faits. Et puis, franchement... Qui sont l'obligation de l'éleveur, ou qui sont des prélèvements qui sont faits par l'ONSA? Parce que je parlerai par exemple au niveau de la restauration. Maintenant, toutes les cuisines centrales au niveau de la restauration, elles doivent être accompagnées. Malheureusement, elles ne sont toujours pas agréées jusqu'à nos jours. Et là, donc, les vétérinaires qui n'ont pas le rôle seulement de l'aviculture, c'est qu'en fin de compte, un vétérinaire, c'est disons qu'en fin de compte, un joker que vous pouvez mettre partout, parce qu'en fin de compte, de la bromato, de l'aliment, des végétaux, toutes les denrées animales, les animaux, les denrées animales et tout ça. Donc, normalement, en Europe et tout ça, c'est les vétérinaires qui contrôlent, par exemple, les cuisines, c'est les vétérinaires qui contrôlent et les sociétés de denrées animales. Et l'État fait, par exemple, l'ONSA actuellement, elle essaie de faire l'externalisation des services. Nous, on ne demande que ça, mais il y a du retard encore. Je peux vous assurer qu'il y a un travail colossal dans la prévention à faire et beaucoup de choses peuvent être évitées. Quand vous faites un accompagnement, automatiquement, vous contrôlez les matières premières, vous contrôlez les cuistots, est-ce qu'ils ont leur certificat de santé, s'ils ont leur copro, s'ils ont l'examen de la gorge, les poumons et tout. Et puis, en plus de cela, donc, il y a une traçabilité avec une marche en avant et tout ça. Et ça, tous les vétérinaires peuvent le faire. Alors, ça, mais malheureusement, il y a un travail colossal. Ça nous permet de comprendre comment ça se passe en termes de contrôle entre l'ONSA. Vous dites qu'il pourrait externaliser ce service-là. Aujourd'hui, comment fait l'ONSA pour contrôler? Est-ce qu'il y a un contrôle systématique? Ce sont des échantillons qui sont choisis par région. J'imagine qu'on peut pas... Enfin, j'imagine qu'on peut pas. Si, normalement, on devrait contrôler tout le monde. Normalement, oui, on devrait contrôler tout le monde. Comment ça fonctionne? Juste une petite précision. Que nos chers téléspectateurs sachent, c'est que nous importons des pays étrangers des poussins reproducteurs. D'accord. Donc ce ne sont pas les poussins qu'on mange, ce sont les mères des poussins qu'on mange. C'est-à-dire on importe les poussins reproducteurs, ils sont élevés dans des élevages spécialisés et les œufs sont mis dans des couvoirs. Et le poussin qui est éclos, c'est ça le poussin chair qu'on mange. Donc nous importons de la génétique aviaire parce que le Maroc n'en dispose pas. Donc c'est une génétique aviaire qui a fait l'objet de plusieurs années de sélection et ça n'existe que dans certains pays du monde. D'accord. Donc c'est très important. Alors, en ce qui concerne le secteur, c'est que, on n'a pas dit ça, c'est que c'est très important, c'est que le secteur, il a beaucoup évolué à travers le temps. Parce qu'actuellement, 100% de la consommation de la viande blanche et des autres consommations sont assurées par la production nationale. Et ça, je crois que c'est quelque chose, 100%. Et nous avons même commencé à exporter vers certains pays africains. C'est-à-dire que nous avons de la surcapacité, de la surproduction. Très bien, donc, ça, c'est le fruit d'un travail colossal par les professionnels, mais également de la mise à niveau du secteur, qui a commencé par la promulgation de la loi 49-99 et également les textes d'application. Alors, pour revenir un petit peu au contrôle, c'est que nous avons actuellement quelques 8000 élevages avicoles. Alors, ces 8000 élevages avicoles, ils travaillent dans le cadre du respect de la loi 49-99. C'est quoi la loi 49-99? C'est qu'aucun élevage, aucun projet d'élevage avicole ne peut exercer l'activité avicole s'il n'est pas autorisé par les services vétérinaires de l'ONSA. Et pour qu'il soit autorisé, il faut qu'il réponde à toute une série de conditions, parmi lesquelles il faut obligatoirement que l'éleveur dispose d'un contrat d'encadrement sanitaire avec un vétérinaire sanitaire. Vétérinaire agréé, non? Ou c'est un vétérinaire? C'est un vétérinaire sanitaire qui est mandaté par l'État. Donc, et puis il est autorisé aussi à exercer ce qu'on appelle la médecine vétérinaire privée. Donc ce médecin vétérinaire, c'est lui qui assure le suivi régulier de l'exploitation
en ce qui concerne les problèmes Est-ce sanitaires. qu'il a une obligation de remonter de l'information? Voilà, donc je termine. Ce vétérinaire. Alors, parmi les choses qu'il doit remonter, c'est toute augmentation ou toute situation anormale en ce qui concerne les maladies contagieuses, il faut qu'il les déclare. Mais aussi, il y a aussi l'éleveur. Parce que le DAER de 1977, concernant les maladies légalement contagieuses, il oblige pas uniquement les vétérinaires, mais également tout éleveur, toute personne qui a la charge de la gestion d'un élevage, qu'il soit aviaire ou qu'il soit dans d'autres domaines. Donc l'obligation de la déclaration des maladies, c'est une obligation légale et qui incombe aussi bien aux éleveurs qu'aux vétérinaires privés, qu'aux vétérinaires de l'État. Donc, et là, ça se travaille dans le cadre d'un réseau, parce que Dr Maroufi le sait très bien, c'est que tous les pays qui travaillent bien, ils ont développé ce qu'on appelle des réseaux nationaux d'épidémiosurveillance des maladies animales. Et dans le cadre de ce réseau, il y a des acteurs. Il y a des acteurs qui interviennent dans la collecte de l'information. Il y a les vétérinaires sanitaires, il y a l'éleveur, il y a l'autorité locale, il y a la gendarmerie. Donc tous les acteurs qui sont près de cette exploitation, ils sont tenus, lorsqu'il y a des problèmes sanitaires, c'est-à-dire qui concernent les maladies contagieuses, ils sont tenus de faire remonter cette information. Et l'exemple de H9N2, il a émané par des problèmes de mortalité soi-disant plus élevés que la normale. Alors c'est quoi une mortalité plus élevée que la normale? Vous savez qu'on peut se dire, ça doit être en termes de pourcentage, j'imagine. Je connais pas les... En élevage, par exemple, en aviculture, c'est l'élevage intensif. Oui. Quand il y a l'élevage intensif, il y a tout le temps Oui, il y a tout le temps une mortalité mais alors là, donc des animaux faibles qui n'arrivent pas jusqu'au mangeoire, ou qui est mal vacciné, ou cachectique dès le départ et tout ça. Donc ça, il y a tout le temps des mortalités. Maintenant, des fois, il y a une flambée de mortalité qui vient, et puis en fin de compte, il va vous prendre 5-10% du cheptel. En général, c'est géré, c'est-à-dire qu'enfin, l'éleveur, il le sait maintenant, il prend ses animaux. Il y a des pathologies, par exemple les colibacilloses et tout ça, c'est la grande pathologie en aviculture. 70%, je dirais facilement, des maladies, c'est de la colibacillose. Donc automatiquement, de toute façon, il va prendre ses poulets, il les emmène chez son vétérinaire traitant. Et le vétérinaire traitant, en général, il fait des autopsies. Et en général, nous, on cède le médicament, par exemple, à l'éleveur, dans la mesure où, pour nous, le médicament, c'est un outil de travail, il faut le préciser. C'est un outil de travail, pas comme le pharmacien ou autre. C'est-à-dire que le médicament, c'est un outil de travail. Donc, automatiquement, les marges sont minimes. Et puis, à côté de cela, on aide... en quelque sorte, l'éleveur, on l'accompagne, on fait des autopsies et on fait un diagnostic, des fois des diagnostics différentiels bien sûr, puis on lui donne un traitement bien sûr et on le conseille pour que tant qu'il donne ses antibiotiques et tout ça, il y a un délai d'attente qu'il faudrait qu'il respecte et tout ça pour si jamais son élevage a atteint par exemple un poids requis et tout ça pour qu'il n'envoie pas tout de suite. Ce que vous êtes en train de dire, en nous vous écoutant depuis tout à l'heure, on a l'impression que tout est sous contrôle. Non mais c'est ça. Ça c'est un point de vue. Oui, non mais c'est pour ça qu'on écoute de manière détaillée ce qui se passe. Est-ce que tout est sous contrôle? En grande partie, si grande partie, il faut reconnaître que le circuit commence à être mis d'une manière très efficace à certains points. Mais n'empêche qu'il y a encore certaines faiblesses. Par exemple, je vous donne l'exemple de la traçabilité. Si demain je pars dans un supermarché pour acheter un poulet qui est déjà égorgé, le problème, c'est qu'il y a effectivement une étiquette dessus qui dit « ce poulet a été, dans certains cas, abattu dans tel ou tel endroit, avec telle date, il y a un numéro de référence. » Mais le problème, c'est à aucun moment je n'arrive à savoir d'où vient ce poulet, de quel élevage, par exemple, de quelle région. Parce que pour revenir à la règle que vous avez introduite tout à l'heure, monsieur le professeur, par rapport à la compartimentation ou la limitation des zones, si demain il y a un problème, je ne pourrais pas savoir le poulet qui est dans les stocks dans certaines zones, est-ce qu'il est originaire de telle ou de telle région. Donc, en matière de traçabilité, il y a beaucoup d'efforts à faire. Et ce n'est pas qu'au Maroc. Ce problème de traçabilité, c'est un problème à l'international. Par exemple, en France, il y a eu un débat
immense sur la question de la traçabilité. Et ils ont pu trouver certaines solutions à travers les outils d'information avec des codes barres pour savoir quel poulet, voici c'est une vraie produit, question, la voici. traçabilité. Parce que Et là, juste vous pour avez revenir- parlé de supermarchés, parce que là, on voit les escalopes qui sont packagées. C'est ça et le quand on va problème. chez le boucher, c'est-à-dire C'est ça le problème. la distribution moderne, ça représente à peu près 10% ou même pas 12% de Et de là, l'ensemble c'est de la deuxième distribution. partie de mon Oui. intervention, c'est lié à tout ce qui n'est pas contrôlé par les services. C'est-à-dire, il y a peut-être un contrôle au niveau des zones d'élevage. Il y a peut-être un contrôle dans le transfert d'une zone à une autre. Mais le problème, c'est que le poulet qu'on achète dans un marché, on part, on demande qu'une poule soit préparée. Et même si à un certain moment, les règles sanitaires ont été appliquées pour ne plus avoir un abattage sauvage dans certains marchés, n'empêche que ça existe. Il ne faut pas se leurrer sur la question. Je ne peux pas entièrement être d'accord avec M. Azroual dans la mesure où il y a deux façons de voir. C'est-à-dire qu'en l'abattage du poulet se fait soit dans des tueries qui sont tolérées, je dirais, mais qui ne sont pas autorisées. C'est-à-dire que de toute façon, les vétérinaires ne les Vous voulez que je inspectent vous pas. emmène à Souk Larba, là, du côté de Riachet, c'est Riachet. C'est Riachet. Non, mais il y en a beaucoup. Non, mais il y en a beaucoup. Mais qui c'est qui les autorise? C'est certainement pas l'ANSA. Et à côté de ça, le vétérinaire ne fait pas le contrôle. Là, c'est pour ça qu'en fin de compte, je voulais, en fin de compte, marquer la différence avec mon ami. C'est que, de toute façon, tout ce qui provient de Riachet, c'est-à-dire ces tueries, qui sont tolérées. En général, c'est les communes et tout ça qui leur donnent les autorisations et tout ça. C'est comme les laiteries d'ailleurs. Et donc cela, effectivement, c'est très difficile de pouvoir faire un contrôle. Là, il n'y a vraiment presque pas de contrôle. Par contre, je dirais, en fin de compte, quand il parle de grandes surfaces et tout ça, non, je suis désolé, le poulet, quand il rentre, donc automatiquement, il est abattu aux normes halal et tout ça. Il y a le ressuyage, bien sûr, après l'éviscération et tout ça, il y a un ressuyage pour... Ressuyage, c'est pour sécher la viande. Et à côté de cela, donc automatiquement, de toute façon, qu'elle devienne plus ferme et tout ça. Et en plus de cela, de toute façon, il y a une date limite de consommation de ce poulet. Et plus que ça, il y a le numéro du lot. Si on voudrait pousser, par exemple, lors d'intoxication ou autre, donc automatiquement, on pourrait aller vers l'abattoir. Et ce lot, il provient de la ferme tel jour et tout ça. D'ailleurs, le vétérinaire, par exemple, jusqu'à maintenant, c'est l'ANSA qui fait le contrôle de ces abattoirs. Mais par la suite, avec le directeur actuel et tout ça de l'ANSA, je pense qu'en fin de compte, il voudrait externaliser même le contrôle. C'est comme il n'y a pas assez de vétérinaires étatiques, je dirais bien. Il y a l'externalisation du contrôle qui va se faire, qui va être donnée aux vétérinaires privés, qui vont pouvoir contrôler et viande rouge. Et j'espère qu'en fin de compte, on aura la grande faille, c'est le contrôle des laiteries, de ça qui est donné au BMH. Et en général, le respect pour le médecin, mais les médecins en général, pour le contrôle des viandes, du fromage et tout ça, je crois qu'en fin de compte, ils ne sont pas qualifiés pour ça, je dirais. Professeur Maroufi, ça nous vient, on a parlé des élevages, et là c'est vrai que ça nous amène à l'abattage. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est tout simplement, je ne sais pas comment le décrire, c'est que, non mais c'est hors contrôle et il n'y a pas besoin d'être médecin pour se rendre compte que, je ne sais pas, si vous pouvez nous expliquer, dans ces abattages sauvages, qui sont dans des conditions d'hygiène absolument incroyable, je veux dire, c'est même, ça peut paraître scandaleux, mais qui se font de toute façon toutes les semaines. Hein, je parlais de sorte traditionnelle. Quel est le risque? Est-ce que après, même si la viande est saine, à partir du moment où l'abattage est fait dans des conditions d'hygiène qui sont pas exemplaires, qu'est-ce qu'on risque? Là, on passe pas du virus, on passe à d'autres problèmes comme la salmonelle, comme d'autres types de maladies. Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai, quand on parle de risque, il y a des zoonoses, des maladies transmises à partir de l'animal qui sont liées en partie aussi aux conditions d'hygiène dans lesquelles vraiment les produits alimentaires issus des animaux ont été traités, etc. Donc c'est clair, il y a le risque, mais il y a aussi, bon, je sais par exemple au niveau des abattoirs, il y a l'ANSA qui, en collaboration avec les bureaux communaux d'hygiène qui jouent aussi un rôle important en matière de contrôle de la qualité. Mais vous n'allez pas dans les en matière de contrôle de en matière de contrôle
alimentaire, je ne vais pas me substituer à mon collègue, mon ami ici, Abrak. Il y a le contrôle au niveau agroalimentaire et au niveau des abattoirs. Et il y a aussi le contrôle au niveau des espaces de restauration et de vente en détail. Et c'est là un peu dans ce deuxième volet que le ministère de la Santé collabore et participe avec l'ANSA et les collectivités territoriales en matière de ce contrôle-là. Donc c'est clair, il faut bien sûr un contrôle à ce niveau-là pour limiter le risque, parce qu'il y a des risques aussi de transmission de maladies à ce niveau-là. Après l'abattage, mais qui sont liés aux conditions d'abattage. Parce qu'avant de passer à la phase d'abattage, il y a une phase où on ramène le poulet et on le stocke en attendant qu'on arrive à l'abattre. Imaginons dans un scénario, par exemple, où le simple fait d'avoir un stockage du poulet peut constituer un facteur de risque pour qu'il soit contaminé. Imaginons s'il y a une contamination, ça sera une zone à contrôler. Alors, est-ce que les sortes, on a donné cet exemple-là, qui est connu, hein, même si on va aller chez du poulet buldi, on va voir dans quelles conditions il est abattu. Est-ce que vous, l'ONSA, est responsable, c'est dans vos attributions, d'aller aussi faire des contrôles dans les sortes traditionnelles? Bon, voilà, donc merci d'avoir soulevé cette problématique. Et cela nous amène à parler un petit peu de la loi sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires. 2807. Alors, parmi les principes de cette loi, c'est l'agrément ou l'autorisation de l'établissement. C'est très important par les services de l'ANSA. C'est la responsabilisation de l'opérateur. C'est la garantie de la traçabilité. Alors, si on prend uniquement l'agrément de l'établissement que la loi SSA, Sécurité sanitaire des produits alimentaires, prescrit, on ne trouve pas ça, ni dans les riéchettes, ni dans tout ce qui se vend au niveau des souks. Donc vous n'êtes pas concerné par ces endroits-là? Non, je m'explique. Oui. Parce que, non, mais j'essaie de comprendre. Voilà, concrètement, est-ce que vous allez faire des contrôles dans les riéchettes? Non, d'accord, voilà. c'est ça. Donc, nous contrôlons ce qui a été autorisé ou agréé par l'ANSA. Pourquoi? Donc identifié. Pourquoi? Parce que j'autorise, je contrôle un établissement qui est fixe, qui est connu et qui est responsable par la loi, et repérable. On ne peut pas contrôler. Repérable, je vous y emmène tous les mercredis. On ne peut pas aller contrôler une riécha ou un point, je ne sais pas, dans un coin de la ville, alors qu'il est mobile. Il est mobile et il ne répond pas, parce que pour agréer, autoriser, il faut que l'établissement réponde à des conditions minimales d'hygiène qui sont prescrites. Parce que le personnel, l'établissement, le frigo, donc il y a un certain nombre de mesures. C'est-à-dire qu'on est encore à deux vitesses, non, comme beaucoup d'autres choses. Il y a des éléments identifiés, et ces éléments-là qui sont très facilement identifiables, parce qu'ils sont là, ils sont là de manière récurrente, ils échappent à votre contrôle. Il y a un héritage, parce qu'on est au Maroc, il y a un héritage. Le Maroc évolue avec cette situation. La loi SSA, elle a été promulguée en 2010. Il y a une situation. Les riéchettes existaient depuis longtemps. Les mahlabat existaient depuis longtemps. La situation dans les souks, qui gère les souks, c'est pas l'ANSA. La question de la propreté, également les conditions de vente, c'est pas l'ANSA. Mais le Maroc évolue. Donc, et c'est ça qui a fait l'objet justement dans notre communiqué de presse, le dernier, c'est que, c'est-à-dire on a parlé des mesures à court terme, et puis nous avons parlé des mesures à moyen terme. Et justement, on est dans le cœur du sujet, c'est-à-dire il faut, je crois que tout le monde est concerné, pas uniquement l'ANSA, pour travailler sur la réorganisation de ces points de vente, notamment les riéchettes, pour justement à terme les convertir en des points de vente de poulets abattus. Et c'est ça ce qui existe. Oui. Dans la plupart des pays développés, il n'y a pas de riéchettes. Si vous allez en France, moi, si vous permettez, je dirais qu'en fin de compte, il y a un manque de vulgarisation qui n'est pas fait malheureusement, et entre autres par la télévision. Parce que quand on voit nos amis tunisiens, ils n'ont plus ce problème, dans la mesure où, à côté de ça, pourquoi est-ce qu'il y a ces riéchettes? Riéchettes, parce qu'en fin de compte, la ménagère, elle essaie toujours la proximité, je dirais, de la ménagère avec le poulet. Le poulet. Non, pas au niveau du prix. Vous savez qu'en fin de compte, c'est un faux calcul.
Un poulet quand vous l'achetez et puis qu'en fin de compte, vous enlevez le 5e quartier, tête, patte et tout ça, qu'il y ait une éviscération, qu'il n'y a plus de sang et tout ça, je peux vous assurer que de 2 kg et quart et tout ça, s'il arrive à 1 kg et quelques, vous faites un peu le calcul, parce que le poulet que vous trouvez au niveau d'un supermarché, justement, il y a cette erreur. Il le voit à un certain prix, mais celui-là, c'est un poulet, en fin de compte, qui a été reçu, et il y a une perte de poids quand vous faites le ressuage. Je parlais tout à l'heure de ressuage. Quand vous les viscérez, quand vous enlevez les pattes, vous enlevez la tête, et qu'à côté de ça, et les plumes et autres, donc automatiquement, de toute façon, il y a une perte de plus de la moitié. Donc automatiquement, c'est-à-dire que le prix de revient, il n'est pas très très loin. Il n'est pas très très loin. Mais Riachet, il faudrait, je pense, qu'il y ait une sorte de vulgarisation. C'est un mal qui est là, mais il faudrait une mise à niveau. Il faudrait absolument... Il y a quand même des conditions d'hygiène. Je vous assure que si demain vous expliquez aux gens, comme ils l'ont fait en Tunisie par exemple, ce qu'est une congélation, comment décongeler un truc, et puis qu'à côté de ça, la ménagère qui demain va faire du poulet, elle va par exemple, ces richettes se transforment en endroit où il y a du poulet congelé, du poulet frais. Et ces poulets congelés et tout ça, expliquer à une ménagère qu'en fin de compte, si elle veut son poulet frais demain, ben elle achète voilà comment la façon de le décongeler et tout ça. Ces richettes vont se transformer, et à côté de cela, de toute façon, il faudrait absolument les recycler et tout ça, parce qu'en fin de compte, un vétérinaire ne peut pas contrôler. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'abattage d'un poulet dans une riacha, dans l'échaudage, vous savez, c'est la même eau où il fait passer par exemple une trentaine de poulets. La peau du poulet, c'est plein de gras et tout ça. Donc, c'est une éponge. Et qu'à côté de ça, de toute façon, tout le monde le sait, mais la ménagère, il y a aussi, elle veut son poulet vivant, au rythme musulman et tout ça. Comme si, au niveau des abattoirs, le rythme musulman n'est pas... Alors, alors, il nous reste vraiment 1 minute. Il nous reste vraiment, très rapidement. Ensuite, j'aimerais juste vous entendre redire aux gens qu'on peut manger du poulet. Marocaine et le consommateur marocain, ils sont très conscients de l'aspect alimentaire et de la dangerosité. D'ailleurs, juste pour rappeler, l'affaire des huiles frelatées, qui a eu lieu en 1959, elle a marqué la société marocaine à un point, jusqu'à ce jour, on trouve des personnes qui ont été au contact soit avec des victimes, soit eux-mêmes ils ont été victimes. Donc la ménagère, elle est consciente de ça. Mais le problème, c'est que voici ce qu'on a, voici ce qu'on aimerait avoir. Et le fossé est assez important parfois. La capacité de la ménagère lambda dans une petite ville ou dans un petit village n'est pas la même que la ménagère dans une grande ville où elle peut partir à un supermarché ou à une surface où tout est contrôlé. Donc il va falloir un peu travailler les zones un peu éloignées des grands axes, je dirais. Ouais, bon, pas seulement la ménagère, moi aussi je fais les courses. Hein. Mais bon, juste au niveau de l'ONSA, ça sera vraiment le dernier mot. On confirme juste ce qu'on a dit en début d'émission. Aujourd'hui, par rapport au communiqué que vous avez transmis, encore une fois, la fin de l'importation n'a rien à voir. C'est une coïncidence avec l'apparition des virus qu'on a eu au niveau des poulets, et la viande de poulet est propre à la consommation. Voilà, j'invite nos chers téléspectateurs de manger le poulet, et la production aussi bien de viande que d'œufs de consommation, il est disponible sur le marché. Le virus H9N2 ne présente aucun danger pour la santé du consommateur. Voilà. Dernier mot. Tout à l'heure, on a parlé de pathologie. Ah non, mais quand je dis dernier mot, c'est vraiment dernier mot. Oui, poulet de chair, mortalité. Mais au niveau d'une pondeuse ou d'une reproductrice, c'est-à-dire le tropisme, d'abord, il est respiratoire. Et puis après, le virus ou le germe, il s'attaque aux ovaires. Et donc, automatiquement, d'où la chute de pente. Du poulet. Donc, du poulet. la chute de pente des œufs. Donc, automatiquement, c'est ce qui explique, en fin de compte, cette pente où les œufs ont pris un prix un peu plus élevé. Les ovaires du poulet. Voilà. Les ovaires du poulet, bien sûr. Non, on ne va pas finir l'émission pour... Voilà. Merci à tous d'avoir été avec nous. Ce soir, excellente soirée sur Médien TV, la rediffusion à 22h40. Comme d'habitude, si vous nous avez pris en route, et on se retrouve demain, mardi.